Bonjour, je m'appelle Delphine Rémy-Boutan, je suis multi-entrepreneur. J'ai monté une agence de communication digitale il y a 5 ans, que j'ai d'abord basée à Londres et puis ensuite à Paris. J'ai cofondé il y a 4 ans la Journée de la femme digitale et j'ai lancé cette année le club JFD Connect. Donc avant de monter ma petite entreprise, j'étais chez IBM pendant 14 ans, enfin non, pardon, j'étais chez IBM pendant 11 ans et j'étais basée à Londres en fait pendant 14 ans. J'ai travaillé pas très longtemps en fait à Paris pour partir d'abord vivre au Maroc pendant 2 ans et ensuite rentrer et m'apercevoir que j'avais un mal fou en fait à trouver du travail à Paris. Et j'avais trouvé un job dans une agence de pub j'avais fait un interview et on m'avait demandé à la fin de mon interview est-ce que je parlais anglais. Et j'ai bien sûr répondu oui, oui, tout à fait. Et on m'a répondu quelque chose en anglais que je n'avais pas compris. Et donc on m'a proposé activement d'aller faire un stage à l'étranger pour apprendre l'anglais. Et j'avais deux options, deux opportunités. Une opportunité pour faire un stage à Chicago et un autre à Londres. Et je ne savais pas choisir. Et donc j'ai fait à pile ou face. Et c'est Londres qui est tombé. Et je suis partie à Londres pour travailler dans cette agence de relations presse. Et quand je suis arrivée à Londres, finalement, l'agence n'a pas pu me prendre parce qu'ils étaient débordés, etc. Et je me suis dit, je ne vais pas rentrer à Paris maintenant. J'y suis, j'y reste. Et j'ai fait des petits boulots comme ça pendant de fil en aiguille. J'avais 100 euros en poche que ma super copine m'avait prêté, puisque ma famille m'avait dit, tu te débrouilles. Et j'avais 26 ans. Et, et j'ai fait des petits boulots de serveuse. Je m'occupais d'un vieux monsieur qui avait la maladie d'Alzheimer. Enfin, je faisais plein de petits jobs comme ça pour essayer voilà, d'apprendre l'anglais, en fait. J'ai travaillé aussi dans un cabinet d'avocats où je tapais des rapports à la machine. La seule chose que je savais bien faire, c'était taper à la machine très vite. Et je vivais dans une espèce d'une autre planète parce qu'il se passait plein de choses qui se passaient en anglais. Je ne comprenais rien. Et en plus, ce discours business, en fait, qui est encore un autre langage que je découvrais petit à petit. Et la façon dont j'ai appris l'anglais, en fait, c'est avec le CIFAX en Angleterre. Il y a pour les sourds et malentendants sur la télé, on met les sous-titres. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris l'anglais, avec les sous-titres à la télé, tout simplement. J'ai arrêté, en fait, très vite mes études. Je voulais être avocate et je suis partie très vite de la fac parce que j'en avais marre. Et avant ça, je voulais être comédienne, mais finalement, j'ai pas fait. Je croyais pas en mes rêves. Et à l'époque, mais maintenant, avec l'âge, on croit en ses rêves et je pense que c'est important de croire en ses rêves. Et donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai fait plein de petits jobs comme ça. Je travaillais chez un cabinet d'avocats et j'apprenais en fait tous les jours des mots en anglais. C'était assez intéressant et je me faisais virer assez régulièrement de tous mes jobs parce qu'ils s'apercevaient que je me vendais comme une super bilingue et qu'au bout de 48 heures, ils s'apercevraient vraiment de mon, de mon inaptitude en anglais. Mais c'est pas grave, à chaque fois, je me disais, j'ai appris, etc. Et je suis rentrée par la petite porte dans une grande entreprise américaine qui s'appelle IBM, où j'étais secrétaire. Et j'étais secrétaire volante. Alors j'allais là où les secrétaires étaient malades et je faisais comme ça des petits jobs. Et j'ai eu la chance de rencontrer un Français qui était patron Europe pour la partie bancaire et qui m'a donné ma chance. Et il s'appelle Philippe Jarre. Et c'est un homme qui m'a aidé, en tout cas, à me dire tu seras ma secrétaire, mon assistante. Et donc, j'ai travaillé avec lui. Tous les deux, on parlait ni l'un ni l'autre très, très bien anglais. Mais on était dans cet univers très anglo-saxon où tout allait très vite. Et finalement, on a travaillé ensemble pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années, je lui ai proposé de faire des choses en plus que mon travail d'assistante.
de secrétaire. Et il m'a donné des projets comme ça. Et puis de fil en aiguille, je suis montée en grade chez IBM. J'ai fait des études en interne. J'ai passé le IBM Global Sales School, donc cette école de vente chez IBM. J'ai fait un MBA en interne, etc. Donc j'ai été une autodidacte qui a été formée par cette grande entreprise. Et donc à l'époque, donc c'était en 90, j'ai quitté, donc j'avais 26 ans, donc c'était en 97, et j'ai commencé à travailler chez IBM dans ces années-là, assez rapidement, 99, 2000, donc c'est les années, le tout début du web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il y avait très peu d'emails, les emails étaient donnés à très peu de personnes dans une entreprise parce qu'on disait que ça sera contre-productif. Aujourd'hui, on s'aperçoit d'ailleurs qu'on ne travaille que avec email. Et cette ambiance anglo-saxonne où finalement, peu importe d'où on vient, ce qui est important, c'est où on veut aller. Et dans ces grandes entreprises, où c'est 475 000 collaborateurs chez IBM, on peut très bien avoir une carrière qui finalement est un peu sous le radar, ou si on lève le doigt et on dit moi je veux prendre ces projets, je veux évoluer, on vous les donne. Et j'ai eu la chance aussi le fait d'être étrangère, en fait finalement donne une force, parce qu'une liberté, parce que pas de jugement, parce que de toute façon, peu importe, j'avais personne autour de moi pour me juger. Et en plus, c'est vrai que cette vision anglaise, en tout cas moi, comme je faisais pas du tout partie d'une famille anglaise, enfin, j'étais l'étrangère, c'était chic, quoi. Donc mon accent, en fait, aide à aider à finalement... c'est pas mon accent, mais en tout cas, le fait que je sois différente a fait que j'ai pu faire plein de choses que j'avais envie de faire sans être jugée par personne. J'ai été vraiment éduquée par IBM et par cette vision d'être en fait une intrapreneur. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que l'intrapreneuriat, ça existe et encore plus aujourd'hui. C'est des entrepreneurs qui travaillent dans des grandes entreprises et qui font bouger les lignes, qui prennent les projets à bras-le-corps, qui ont vraiment un esprit start-up. Et dans des grandes entreprises comme ces entreprises américaines, on a cette possibilité, on nous offre la possibilité de faire des erreurs, de prendre des risques. Et moi, c'est ce que j'ai appris pendant tout au long de ces années où finalement, donc ensuite, je suis passée au marketing, à la communication. J'étais en charge de la communication pour IBM Software en Europe. Ensuite au marketing. Ensuite, je suis passée aux ventes. Et ensuite, en 2006, IBM cherchait un directeur social média pour gérer la stratégie digitale et la transformation digitale d'IBM dans le monde. Et j'ai postulé en fait pour ce poste en interne. 700 personnes avaient postulé, 700 Américains, et j'étais la seule européenne à postuler. Et je leur ai vraiment dit, enfin j'ai vendu mon, mon, mon profil en leur disant qu'il fallait absolument quelqu'un qui ne soit pas américain pour aller faire que ce projet de transformation de collaborateurs IBM qui devient des ambassadeurs de la marque, tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui assez acquises dans la culture d'entreprise. À l'époque, c'était très nouveau. 2006, Twitter venait de naître. Facebook a été lancé en 2004. Donc, c'était vraiment les balbutiements du web social tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'était de transformer en fait toutes ces équipes et ces collaborateurs. Donc j'ai eu le job et de 2006 à 2011, j'ai travaillé avec monter une équipe et vraiment démarrer d'une page blanche en fait de qu'est-ce qu'on allait faire finalement de ce nouveau paradigme du social business, de ces nouveaux modes de collaboration de travail, de mettre en avant l'intelligence collective d'une entreprise. Tout ça, c'était des choses très nouvelles. Et pendant toutes ces années, j'ai passé beaucoup de temps finalement à faire beaucoup de conférences et à faire beaucoup de free consulting pour aller voir toutes ces grandes entreprises et leur montrer le modèle IBM. Et de comment est-ce que nous, on avait fait cette transformation. Et pourquoi on avait pris le risque de le faire, puisqu'on avait décidé que le risque, c'était de ne pas y aller. Et en fait, pendant toutes ces années, j'ai senti qu'il y avait une opportunité business que je pouvais créer pour moi. J'ai eu 40 ans. J'ai fait une crise de la quarantaine aiguë
Et j'ai décidé de démissionner d'IBM et de monter ma boîte. IBM allait me promouvoir, vous savez, dans ces grandes entreprises. Après, vous passez de directeur à VP et on me proposait un poste à New York. Moi, j'avais vécu 14 ans à Londres. Mon fils a été, son papa anglais, parlait beaucoup plus anglais que français. Et je me suis dit, si je ne repasse pas par la case départ du Brassens, du Brel à la française, j'allais le perdre et qu'il n'allait pas avoir en fait cette culture française. Donc en fait, mon choix de démissionner d'IBM, c'était vraiment un choix personnel, familial, pour mon fils, enfin pour nous, plutôt qu'un choix professionnel au départ. Et, et ce choix business de créer finalement mon entreprise est arrivé comme une solution à ma décision personnelle de démissionner. C'était un choix qui était effectivement un choix assez tranché parce que j'ai rendu ma Jaguar et je me suis acheté un Scoot à la place. Donc c'est vrai que c'était un choix financier qui n'était pas anodin. Euh, mais aussi dans ces entreprises et dans laquelle j'ai énormément appris et où j'ai passé des années vraiment heureuses, c'est aussi des prisons dorées, ces grandes entreprises qui, en fait, vous pouvez passer toute votre vie, toute votre carrière dans la même entreprise. Et j'ai eu un moment je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi-même. Si je ne le fais pas maintenant, après 40 ans, ça sera trop tard. Donc il faut que je le fasse. Donc oui, il y a un risque, mais enfin, pour moi, c'était le risque, c'était de rester en fait, et d'avancer et de changer. De toute façon, là, la- ce qui aurait pu se passer, c'est que je me plante. Mais c'était pas. Enfin, et alors enfin, tant pis, fallait que j'essaye, en tout cas. Donc j'ai créé mon entreprise à Londres qui s'appelait The Social Bureau, qui était un cabinet de conseil pour les entreprises. On a travaillé pour des entreprises comme IBM, comme Bloomberg, comme la BBC, donc des entreprises de grande taille qui avaient des problématiques de comment est-ce qu'on forme les collaborateurs en social media, comment est-ce qu'une entreprise devient une entreprise digitale, etc. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et ensuite, avec mon objectif quand même de rentrer aussi à Paris, et donc j'étais entre les deux, entre Paris et Londres. Et j'ai ensuite euh, travaillé pour des entreprises françaises et donc créé un bureau à Paris qui s'appelle The Bureau et qui est devenu aussi une agence. Donc on n'est pas juste en conseil, mais on crée des campagnes pour des clients. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que la différence entre la France et l'Angleterre, de créer une entreprise en Angleterre, c'est très facile, ça prend pas de temps, j'ai pu facturer très rapidement, parce que la vraie problématique des entrepreneurs, c'est de facturer et de rentrer du business pour démarrer. En Angleterre, j'ai mis 48 heures, en France, j'ai mis 6 mois. Aujourd'hui, ça a changé, les choses évoluent et il y a plein de choses qui sont possibles pour créer son entreprise et pour que ça aille plus vite. Donc ça a été un démarrage difficile, mais très vite en fait. Très vite, j'ai eu des clients et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une équipe qui a changé d'ailleurs depuis. Je pense que le plus difficile finalement, c'est pas les clients, c'est l'équipe qu'on crée. J'ai appris dans le temps à recruter les bonnes personnes, à réfléchir, à travailler mieux en équipe, parce que pour moi, le plus important finalement, c'est de donner du sens quand on est entrepreneur. C'est de créer des emplois, mais que ces emplois soient des emplois pour des gens heureux, qui travaillent dans le bonheur, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Mon agence a 5 ans, l'agence a 5 ans, et c'est 5 ans de start-up avec le prochain chapitre de l'agence qui sera les 5 prochaines années. Donc là, on est vraiment, l'agence est vraiment dans une phase de transition en fait.
Donc 5 ans de dur labeur, de ne pas choisir les clients avec qui on travaille, de prendre tout ce qui arrive. Aujourd'hui, j'ai la chance, et je me donne cette chance aussi, de dire non, de travailler différemment avec des clients, mais aussi de réfléchir plus à comment est-ce que, en fait, finalement, on va créer une agence qui soit une agence où chacun se sent bien, où chacun peut apporter des idées, peut être force de proposition. Il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent et qui managent par une hiérarchie, d'autres entreprises qui managent par des process. Et moi, j'ai envie de manager et de diriger par des valeurs. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'agence, la baseline de l'agence, c'est les plus belles histoires commencent au bureau. Et l'agence s'appelle The Bureau. Parce que en latin, récit, relatio, le mot latin relatio, veut dire en latin récit. Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce qu'on écrit. On écrit des histoires tous les jours pour nos clients. Mais chacun aussi écrit sa propre histoire de l'agence, à l'agence, et chacun écrit l'histoire de l'agence. Et les plus belles histoires commencent au bureau, c'est 5 ans de belles histoires, et comment on va faire pour écrire les 5 prochaines années. Et ça, pour moi, c'est vraiment une phase de transition importante. Et c'est finalement réfléchir à quelles personnes je vais recruter qui vont pouvoir m'aider à faire que cette agence grandisse et à qu'on la fasse grandir ensemble. Donc oui, ma fierté, c'est effectivement d'avoir créé des emplois. Après, bien sûr, l'agence, c'est un chiffre d'affaires, c'est d'être rentable, etc. Mais d'ailleurs, on voit, aujourd'hui, on parle de la fintech, on parle du blockchain, tout est en train de changer. Toutes les valeurs, finalement, ne sont pas tournées que autour de l'argent. Et je pense, et je suis convaincue qu'on va avoir cette nouvelle économie qui va arriver très vite. Et cette nouvelle économie, je pense aussi que c'est un point où les femmes ont vraiment un rôle à jouer très fort, puisqu'on a une vision des valeurs féminines qui sont différentes sur ces points de vue-là. On va aller travailler plus sur des émotions. On va être beaucoup plus dans la relation, dans les équipes. Moi, je vois, j'ai des hommes et des femmes à l'agence. Il y a une vision très différente, une façon de travailler très, très différente. Une approche très différente des choses. Et aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cet événement, la Journée de la femme digitale. C'est pour dire que les entreprises de demain, il faut que les femmes créent ces entreprises de demain, des entreprises qui nous ressemblent, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont été créées principalement par des hommes, pour les hommes. Donc les femmes, elles ont deux choix, soit elles s'adaptent, soit elles renoncent. Et ce que j'essaie de créer, c'est une entreprise, justement, où les femmes se sentiront bien, où les femmes se sentiront mieux, avec justement des valeurs qui sont des valeurs différentes. Je prends un exemple, et c'est un exemple qui est intéressant parce que, ayant vécu 14 ans en Angleterre et en France, je vois la différence, c'est le présentéisme. Le présentéisme, c'est un fléau français, puisqu'on a cette vision de il faut partir tard du bureau. En Angleterre, moi j'ai été élevée avec si je finis après 18h, c'est que j'ai mal organisé ma journée. Donc on est mal vu si on part tard. Et en France, moi je leur dis et je monte l'exemple, je pars tôt du bureau, j'essaye de partir tôt du bureau. Et je leur dis, voilà, qui même me suivent. Je ne serai pas là pour voir si vous partez plus tard. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez vous aussi des moments pour vous, des moments que vous prenez du temps pour vous. Parce que le bonheur au travail, c'est trois choses. C'est une vision de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et qu'on fait des points chaque semaine, et que si je commence à voir que une ou deux personnes a raté ses choses perso, son cours de yoga, son cours de musique, je me dis tiens, là il faut faire attention parce qu'il y a burn-out qui va arriver, et c'est important de prendre du temps pour soi. Je leur demande aussi de prendre du temps pour eux pendant la journée, des petits moments. Et ça, ces trois critères de bonheur au travail, j'essaye vraiment de les mettre en place pour que ça soit, les valeurs de l'agence représentent ça.
Et du coup, on pourra délivrer à nos clients des choses, des belles histoires, parce on se sentira encore mieux en tant que collaborateur. Vie pro, vie perso, équilibre. Ensuite, le management, ça c'est aussi une partie très importante. Et ensuite, la culture d'entreprise. Et c'est ça qui est difficile finalement de mettre en place, beaucoup plus que du business, pour moi en tout cas. Alors, une journée typique pour moi de travail, je me réveille très tôt le matin. Je suis une morning-goffing, là, comme on dit. Donc j'adore le matin, parce que c'est un moment calme et justement prendre de l'avance avant les autres. Donc je me réveille tôt, je fais beaucoup de yoga Bikram. Donc soit tôt le matin, soit tard le soir. Mais en tout cas, je fais 4 à 5 cours d'1 heure et demie par semaine. Donc c'est assez intense et je tiens à ne pas flancher là-dessus parce que ces moments-là, c'est des moments où justement toutes les décisions importantes, stratégiques de l'agence, je les prends à ce moment-là. Ou je les prends quand je marche, mais je ne les prends pas au bureau. Le bureau, c'est un moment où on n'a pas le temps, va très vite, je suis là pour mes équipes, on me pose plein de questions à la minute, etc. Et ces moments où je suis en dehors du travail, c'est ces moments-là où moi je prends des décisions importantes, puisque je suis toute seule pour décider, j'ai pas d'associé. Et donc c'est vraiment dans ces moments-là où je décide des choses. Donc je me lève très tôt, j'arrive tôt au bureau, et ensuite s'enfile une journée traditionnelle assez chargée. Je finis tôt, je pars tôt pour justement être là pour mon fils, pour avoir du temps avec lui. Et puis, si j'ai pas fait mon yoga le matin, je peux le faire le soir. Où j'ai bien sûr des cocktails, etc., etc., ou des dîners. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de m'octroyer mes 4 à 5 séances de yoga Bikram par semaine, entre le week-end et la semaine. Est-ce que j'ai eu des moments de doute et de me dire j'y arriverai jamais Mais non, en fait. Non, parce que, en même temps, on doute, bien sûr, on doute tout le temps, et une remise en question, c'est très féminin. On se remet. Je pense que les hommes aussi se remettent en question, mais je pense que les femmes se remettent en question 15-20 fois par jour. Moi, je doute toujours plutôt sur le management. C'est toujours ça qui, moi, D'ailleurs, je me fais aider par un coach qui m'aide là-dessus, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est... je me sens tellement responsable que je ne veux pas faire d'erreur. Sur le business, non, j'ai pas de doute. J'ai pas de... C'est ce que disait Victor Hugo, oser, le progrès est à ce prix. Donc oui, on y va, on avance, et puis de toute façon, si ça marche pas, ça marche pas. Mais en général, ça marche. Parce qu'il y a un philosophe qui le dit très bien, j'ai de la chance, et dans j'ai de la chance, il y a j'aide la chance. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est, ben oui, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Et donc les choses se font, quoi. Et je pense qu'on vit dans une... je pense c'est le bonheur est là, quoi. On peut être heureux, même si c'est difficile, etc. Et moi, je trouve que chaque challenge est justement génial, parce que ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre d'avancer, ça va nous permettre de faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. D'ailleurs, beaucoup d'opportunités arrivent dans des moments de crise. C'est là où on est le plus créatif, c'est là où on se serre les coudes, où l'altruisme est à son paroxysme. Et donc, c'est finalement des moments où on peut aller chercher, puiser du positif. Ça, j'en suis sûre. Et finalement, un moment difficile peut devenir une opportunité. Un exemple, en mars, après mon événement, la journée de la femme digitale, qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, avec toute une équipe qui a beaucoup travaillé pendant 8 mois, il y a eu un moment où ça a été très compliqué après. Et on était dans des bureaux qu'on partageait. La baseline de l'agence, les plus belles histoires commencent au bureau. Tout d'un coup, cette histoire commençait c'était pas une jolie histoire. Et en tout cas, elle était belle au départ, mais elle allait pas devenir belle. Et donc, j'ai pris la décision, mais assez radicalement, du jour au lendemain, de quitter les bureaux et de dire à mon équipe, je les ai pris, on est sortis de l'agence, et je leur ai dit, vous avez pris tous vos ordinateurs? Oui. Ok, on ne retournera plus à l'agence, c'est fini. Donc ça a été
voilà, un choc pour eux. Et je leur ai dit, vous me donnez 15 jours, on va retrouver des bureaux, mais cela, c'est plus possible. Donc ça a été assez radical et finalement assez déstabilisant. Et j'ai pu, moi, d'une certaine façon, sans le vouloir, tester finalement les personnes qui allaient supporter le changement. C'est la fameuse phrase de Darwin, hein, qui dit c'est pas l'espèce l'espèce la plus intelligente, c'est celle qui résiste au changement. Et finalement, après ce mini-drame, hein, on quitte les bureaux, ça a été déstabilisant. On a retrouvé des bureaux, j'ai retrouvé des bureaux assez rapidement. Et finalement, ces bureaux, c'est une chance incroyable qui nous arrive puisqu'on va avoir ces bureaux à nous. On a des bureaux splendide, on est tellement bien, on est content. Enfin, voilà. Et ça a créé en fait une énergie ultra positive après une crise. Et c'est ça qui est extra, c'est que finalement, de quelque chose de négatif, si on met toute l'énergie, on peut le transformer en positif. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs et je donne de mon temps. Tous les 2 mois, je vais 2 heures dans une école où je présente ma vie d'entrepreneur pour donner envie en fait à des lycéens de réfléchir à d'autres opportunités et que c'est pas forcément sortir de l'école aujourd'hui et d'aller travailler dans des grandes entreprises. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Et à chaque fois, je leur dis, la première question que je leur pose, c'est quel est votre rêve ? Et souvent, les étudiants ou les lycéens disent « Ah non, mais moi, madame, je ne peux pas vous le dire, mon rêve, il est idiot. » Mais non, mais dites-moi votre rêve. C'est important, en fait. Il faut que vous croyez, faut croire en ses rêves. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de croire en soi. Et si on croit en soi, les autres croiront en nous. Parce que si on attend que les autres croient en nous, eh ben, il peut se passer du temps. Alors que si on est persuadé et on sait qu'on a un rêve et qu'on veut le faire, personne ne peut nous arrêter. Personne. Et ça, moi, j'ai perdu trop de temps à avoir des rêves auxquels je me disais oh, mais non, j'y crois pas. Et donc les autres n'y croyaient pas. Mais si on y croit, et ben, les rêves, en plus, c'est merveilleux un rêve. Un rêve, c'est la réalité aussi. Et de faire que ce rêve devienne une réalité, et de faire qu'une réalité soit un rêve. Et finalement, entre l'imaginaire et le réel, il y a très peu d'espace. Parce que finalement, la liberté, c'est très infime. On n'est pas aussi libre qu'on le croit. Mais quand on arrive à aller attraper cette petite infime liberté, là s'ouvre un univers de liberté énorme. Mais il faut le trouver, ce petit endroit. Et ça, ce petit endroit, c'est ce rêve. Et ce rêve, en général, les rêves, quelquefois, c'est des chuchotements. Donc il faut les écouter, en fait. C'est pas des choses où on vous crie, on a une conscience qui dit... il faut s'écouter, en fait. Et pour s'écouter, il faut prendre du temps pour soi. Et prendre ce temps pour soi, c'est prendre des moments de silence, de solitude, de se retrouver. Parce que c'est comme ça, en fait, finalement, qu'on peut s'écouter. Et c'est pas du nombrilisme, c'est simplement prendre soin de soi et donc prendre soin des autres.